C'est QFD, c'est sur Queasy, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est le sénateur Tani qui s'y colle. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Patrick. Monsieur le président, bonjour. Monsieur le vice-président, bonjour. Tani, bonjour. Bonjour. On peut continuer à vous appeler Tani? Oui, Tani. Même si vous n'êtes plus vice-président du Sénat? Même si je ne le suis plus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au Sénat? On a tout lu, tout et son contraire. On nous a dit il a même été écrit que vous êtes fait dégager, qu'on vous a conseillé de démissionner. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça me donne presque envie de rigoler. Il Ouais. s'est passé exactement ce qui avait été prévu 3 ans auparavant Oui, avec le groupe La République En Marche, oui. qui est un groupe nouveau au Sénat et qui, malgré ça, m'avait donné cette formidable opportunité d'être le vice-président du Sénat, nommé par le groupe La République Pour Mayotte, c'était En magique. Marche. Pour Mayotte, c'était magique. C'était important, je pense. Ouais. Et puis, comme font la plupart des groupes politiques, Oui, le Sénat se renouvelant tous les 3 ans, de moitié, oui. je devais laisser la place C'était prévu quelqu'un à d'autre. l'avance, Tani? Ça, c'était Oui, c'était- orchestré, organisé en disant, ben voilà, dans 3 ans, il faudra laisser la place? Mais bien sûr, Oui, c'était prévu, comme il est prévu que dans 18 mois, c'est plus 3 ans, dans 18 mois, Georges Patient, mon successeur, va passer la relève à Alain Richard. Eh oui. Et dans 18 mois, Alain Richard prendra la relève jusqu'au terme des 3 années à compter de maintenant. Alors, on va rester un tout petit peu sur cette notion de vice-président. On est venu vous voir là-bas à Paris. On a vu que vous travaillez beaucoup sur place là-bas. On a vu dans quelles conditions également. Ça va vous manquer, tout ça? Même si vous restez sénateur, bien évidemment, mais vice-président, c'était autre chose, quoi. Alors, déjà, merci d'être régulièrement passé Ouais. pour prendre des nouvelles. Ouais. Ce n'est pas par rapport à une amitié ou par rapport à des relations personnelles. Même si Mais, je vous apprécie beaucoup, vous le savez. On est sur Queasy, on se dit tout. C'est réciproque. Ouais. Mais c'était pour informer les Mahorais, Ouais. qui est devenu l'enfant de cette île qui a été à cette place-là. Bien, ça ne va pas changer grand-chose parce que je savais que de toutes les façons, au bout de 3 ans, j'allais passer la main. Ouais. Et puis, pendant ces 3 ans, j'ai continué à faire mon boulot d'élu de Mayotte, C'est ça. de parlementaire mahorais. De sénateur, ouais. D'ailleurs, j'étais classé au titre de l'année écoulée parmi les plus impliqués, le plus travailleur des sénateurs d'outre-mer. Ouais. C'est une belle récompense? C'est une belle récompense et je vais continuer ce travail à m'impliquer dans les lois, dans les missions. On va en parler de tout ça dans un instant, mais puisqu'on parle de travail, allez, on continue. Le bilan, vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps, vous allez le faire également en conférence de presse. Pour cette année, quels sont les points forts de votre bilan cette année, selon vous? Alors, on raisonne forcément en année parlementaire. Forcément. Et durant l'année parlementaire qui vient de s'écouler, je retiendrai la disposition sur le droit du sol, Ouais. qui n'était pas... C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Tout le monde me disait, ça va pas marcher ton truc, de toutes les façons, ça sera retoqué par Ça a le été Conseil juste quand constitutionnel. même, ça a été limite, hein? Ça a été limite, mais après avoir tenté une première fois, Ouais. j'ai réécrit une proposition de loi. J'ai demandé au président de Larcher, parce que seul le président du Sénat pouvait le faire, qui n'est pas du même bord politique que moi, Ouais. de la soumettre à avis au Conseil d'État. Le Conseil d'État, après des heures et des heures d'audition, a validé la constitutionnalité et la conventionnalité de la proposition de loi. Et puis, après ça, nous avons profité de la loi Asile-Immigration pour la traduire en amendement. Et c'est comme ça qu'elle est passée. Et une fois qu'elle avait été adoptée au Sénat, j'ai demandé au président Macron de m'aider à la faire passer à l'Assemblée nationale. Parce que là, c'était encore
plus difficile de la faire Bien sûr. passer. Et vous vous souvenez que Même si à l'Assemblée nationale, La République en marche, ou en tout cas le gouvernement est majoritaire. Dans la théorie, c'est quand même plus simple à l'Assemblée qu'au Parlement, Sénat. au Sénat, en théorie, en théorie. sauf que c'est vite dit, Ouais. parce que ce sont des sujets en fait transpartisans. Mais oui. La question du droit du sol, la question de la nationalité, à part ceux qui en font des sujets polémiques et des sujets de populisme, ce sont des sujets qui doivent faire consensus. Et donc, ce n'est pas parce que elle avait été adoptée au Sénat que la majorité à laquelle j'appartiens, la majorité gouvernementale à laquelle j'appartiens, allait d'elle-même la valider. Moi, je ne me suis pas dit que ça allait être automatique. J'ai écrit à tous les députés de mon bord politique et puis j'ai demandé au président Macron de m'aider à faire passer ce texte parce que je savais que ça allait être compliqué. Et important pour Mayotte. Important pour Mayotte, même si certains ont dit on va pas assez loin dans cette loi. D'autres ont dit ça va trop loin. Mais, Tani, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que c'est cohérent être de gauche et proposer ce type de loi? Alors, comme je le disais, Oui. c'est une disposition qui ne devrait pas avoir C'est ça. de couleur politique. Ouais. Pourquoi je me suis engagé fortement dans cette entreprise alors que, au départ, lorsqu'on me parlait de faire bouger le droit du sol, mais avec mes convictions de gauche, c'était compliqué. Oui. Mais les Mahorais demandaient cela. Les Mahorais demandaient qu'au niveau de la question du droit du sol, on puisse progresser. Et du coup, comme j'ai été élu par des Mahoraises et des Mahorais, j'ai fait un travail sur moi. Au départ, même moi, je n'y croyais pas beaucoup, mais je ne voulais pas avoir de regrets. Je voulais avoir la conscience tranquille dans quelques années et j'ai mis toute mon énergie pour le faire. Au bout, ça a marché. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que ça ne va pas assez loin? C'est un équilibre qu'on a trouvé. Ouais. Si on était allé plus loin, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État allait censurer. Faire moins que ça ne servait à rien de toucher cette matière très importante du droit, de notre droit positif pour faire quelque chose à moitié. Ce que je sais, même si aujourd'hui nous n'avons pas toutes les mesures pour quantifier à quel point les dispositions sont efficaces ou pas, aujourd'hui je peux assurer que elle va concerner au moins la moitié des naissances. 5 000 naissances par an. Pourquoi je dis cela? Parce que selon les statistiques de l'INSEE, 45% des enfants qui sont nés sur le territoire mahorais ont les deux parents qui sont en situation irrégulière. 45%. C'est énorme. Ceux-là sont déjà concernés. Bien sûr. Et puis comme on sait qu'il y a des Mahorais, des Français, qui vendent leurs papiers, qui reconnaissent des enfants qui ne sont pas les leurs, je dis ça doit faire 5%. Au bas mot, à mon avis, ça fait plus. Donc on est au moins déjà à la moitié. On est déjà à la moitié. Donc si on me dit aujourd'hui que l'effet dissuasif, quand les femmes qui, au péril de leur vie parfois, viennent ici pour accoucher et demain, aujourd'hui, quand elles savent que ça ne va plus marcher pour la moitié des naissances, est-ce que ça ne sera pas dissuasif? Ça le sera. C'est la question, parce que tout le monde ne vient pas forcément pour la nationalité. Il y a des gens qui viennent, et vous le savez aussi bien que moi, monsieur le sénateur, il y a des gens qui viennent pour la santé, pour l'éducation des gamins, pour espérer de trouver un boulot, se faire régulariser, trouver un boulot. Ça peut être aussi pour ça. Ça peut être aussi pour ça, sauf que je ne vois pas pourquoi Mayotte, à elle seule, concentrerait la préoccupation de s'occuper de toute la misère de l'océan Indien. Moi, je suis très sensible à ces sujets, à ces personnes qui ont des difficultés et qui vont chercher une meilleure vie ailleurs. Mais vous pensez que sur 374 km², on peut accueillir tout le monde? On peut ouvrir les bras et les vannes pour tout le monde. Donc, j'entends bien cela. La préoccupation première, c'est cette question
de nationalité. C'est pour ça qu'il fallait absolument couper court à tout cela. Et ensuite, d'après nos capacités, d'après nos textes, si des personnes viennent et sont accueillies pour d'autres sujets, ça c'est un autre débat. Ouais. Mais il fallait arrêter cette hémorragie qui faisait croire à des milliers, des dizaines de milliers de femmes qu'il suffit d'aller accoucher à Mayotte, de donner naissance à un enfant à Mayotte, quelles que soient les conditions, même en étant en situation irrégulière, pour assurer l'avenir de toute une famille. Que l'enfant soit français. Ouais. Tout à fait. Dans le bilan, il y a d'autres points qui sont importants également sur cette année, comment on dit, parlementaire. Non, ce n'est pas une année parlementaire, une année, Une année parlementaire. une année Oui, parlementaire. pour cette session parlementaire. Je pensais notamment à la régularisation foncière. Tout à fait. Vous êtes battu pendant ce mandat là-dessus. Je me suis battu, Et c'est pas fini. ça fait 4 ans sur la régularisation foncière et ça continue. Et durant la mandature justement qui vient de s'écouler, sur cette question foncière qui est un travail colossal de plusieurs années qui va encore durer plus d'une décennie, un texte important sur lequel j'ai travaillé et passé l'année dernière. Ce texte, il est celui du député Letchimi, mon collègue martiniquais, qui s'étant inspiré des travaux que nous avons menés à la délégation à l'outre-mer sur le foncier, a déposé une proposition de loi que nous avons votée pour faciliter la sortie de l'indivision successorale. Dans les Ça veut dire quoi en territoires, clair, ça? je m'explique. Ouais. Dans les territoires ultramarins où nous rencontrons beaucoup de problèmes d'indivision, c'est-à-dire des personnes sont décédées et leur héritage n'a pas été ouvert, ce qui fait que leurs successeurs ont hérité de fait, mais n'ont pas fait non plus l'héritage et les indivisions se succèdent en se succédant. Bien sûr. Nous avons ce problème à Mayotte et aujourd'hui, il est temps de sortir de cette situation et pour le faire, il a fallu notamment cette loi aussi pour dire que pour sortir de l'indivision, on va arrêter avec l'ancienne règle qui ne marche pas en Outre-mer. L'ancienne règle, c'était l'unanimité des indivisaires, c'est-à-dire des héritiers. Puisque c'est quasiment impossible d'avoir cette unanimité, eh bien on fait comme aux élections. La majorité des indivisaires suffira pour sortir de l'indivision. Eh bien ça aussi, c'est une disposition, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas quelque chose… Oui, mais ça a des conséquences importantes parce Et bien qu'on sûr. parle souvent du manque de foncier ici à Mayotte. Le foncier, ça va avec le développement économique. Le foncier, ça va également avec le logement. Tous les secteurs sont liés. Tout est touché, impacté par le foncier, d'autant plus que notre territoire ne fait que 374 km², il n'est pas extensible et le blocage du foncier veut dire blocage du développement économique de notre île. Et c'est très important, et c'est pour ça que je m'y attelle depuis des années et des années. C'est très important d'arriver à terme à faire en sorte que le foncier à Mayotte soit géré dans des conditions acceptables et non pas dans des conditions de blocage comme ça l'est actuellement. Alors, on parle souvent du foncier pour des familles, mais il y a aussi des terrains qui appartiennent aux institutions, notamment au conseil départemental. À partir du moment où on a identifié un propriétaire, on a identifié une source de revenus. Ou je me trompe? Exactement. 30% seulement des parcelles de terre de Mayotte sont assujetties à l'impôt. 30%. Ça veut dire que clairement, il y en a 70 qui ne payent pas d'impôt. Voilà. Sur 10%. L'impôt foncier. Ouais. Et nous nous plaignons, à raison, de problèmes de financement des communes. Or, c'est une source majeure de financement pour les communes. Si on débloque tout ça, déjà pour l'individu lui-même, vous avez une parcelle de terre qui n'est pas régularisée. Grâce à toutes ces réformes, elle est enfin régularisée. Vous voulez construire dessus, vous allez voir la banque. La banque va dire « Ah, mais c'est intéressant, vous avez une propriété foncière, nous allons l'hypothéquer et nous allons vous accorder un prêt de 1 million. » Si vous n'avez pas cette parcelle de terre, la banque ne vous prêtera pas un seul centime. Ouais, elle demande des garanties. Voilà.
Et donc, ça va débloquer pour l'individu, pour les administrations aussi. Vous connaissez la situation de beaucoup d'établissements scolaires ou de terrains de foot ou de basket qui ont été construits dans le temps par le SMIAM. Et aujourd'hui, Les fameux plateaux. ils sont rétrocédés aux communes, mais le foncier n'appartient pas aux communes. C'est vrai. Mais tout ça, on va le régulariser grâce à ces textes et notamment aussi grâce à la proposition de loi que j'ai déposée récemment et que j'espère va être examinée très rapidement, qui va jouer sur la règle de ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Oula, c'est presque un C'est-à-dire, gros mot, Satani. c'est pas un gros mot, Ouais, c'est on pas va un gros l'expliquer. mot, on va l'expliquer. Le droit français, le code civil, reconnaît la propriété d'un terrain ou d'un immeuble à un individu si l'individu démontre qu'il l'a acheté, si la personne démontre qu'elle a hérité de ce terrain, mais aussi par la prescription acquisitive. C'est-à-dire que voici un terrain sur lequel une personne est depuis des années, au vu et au su de tout le monde. Sa propriété, qui est souvent ici appelée propriété coutumière, C'est ça. est connue. Cette personne, parce que elle est Il était là, son père mahoraise était depuis là. des années, mais n'a jamais eu de doute sur la propriété du terrain. Oui, mais Il n'y a pas les documents. sauf que sur le cadastre, C'est pas inscrit. c'est pas inscrit. C'est ce qu'on appelle l'opposabilité, c'est-à-dire que c'est bien beau d'être propriétaire, mais il faut que ça soit opposable au tiers, c'est-à-dire qu'il faut que le reste du monde sache que vous êtes propriétaire. Parce que si ce n'est pas comme ça, eh bien, vous ne pourrez pas profiter des avantages qu'on a dit tout à l'heure, et puis à la limite, du jour au lendemain, n'importe qui peut venir vous dire, mais sortez de là, vous n'êtes pas chez Alors, vous. Ça reste, Tani, un couteau à double tranchant, cette histoire. On prend le même exemple. Ce monsieur qui a hérité de son père, qui lui-même avait hérité de son père, ce terrain, parfois un grand terrain, parfois au bord de la mer, plutôt agréable, qui pourrait faire rêver ceux qui sont en manque d'eau turquoise. Mais ça peut devenir très vite un cauchemar pour certaines de ces personnes, notamment sur le plan fiscal. Oui, oui, mais Parce que le monsieur qui est sur ce terrain-là, il n'a peut-être pas les moyens, lui, de payer ça. Et du jour au lendemain, on lui impose une reconnaissance de propriété de ce foncier-là qui va générer une demande fiscale. tout à fait. J'entends tout ça, Patrick, mais vous pensez que les Mahorais ont demandé à être départementalisés, pourquoi? Ouais. Ça, on le Peut-être pas- savait. Ils n'ont peut-être pas demandé pour être surfiscalisés. Oui, mais la départementalisation, c'est pas, on Avec. choisit pas ce qui convient et puis on laisse ce qui ne convient pas. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Ouais. La départementalisation, c'est un tout. Alors je comprends les gens qui disent aujourd'hui, on ne voit que les aspects négatifs. Ouais. Parfois, ils n'ont pas tort. Ouais. Mais c'est un tout. Dans une collectivité départementale, dans un département, on paye des impôts. Ouais. Et ce sont ces impôts qui servent à financer les écoles, qui servent à construire des hôpitaux, qui servent à toutes les politiques publiques. Donc, vu individuellement, ça pourrait être ressenti comme une injustice, mais non, justement, c'est la justice que nous voulons. Aujourd'hui, les choses sont vues de façon un peu tronquée parce que nous sommes encore, malheureusement, en train de mettre en place ces choses-là, alors qu'elles auraient dû être mises en place avant la départementalisation. On a fait une erreur, parce que il nous reste quelques minutes avant la coupure pub, parce qu'il va y avoir ces 10 ans de la départementalisation, là, en 2011, en même temps que votre anniversaire, dis donc, pas le vôtre à vous, mais celui de votre mandat, déjà 10 ans. Est-ce qu'on a fait des erreurs sur ce département, déjà sur le choix? La réponse va être compliquée. Déjà sur le choix, mais aussi sur sa mise en place. Le choix de la départementalisation, ça n'a pas pu être une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est le bon choix. C'est une bataille depuis des années. Il y a eu un référendum avec une question parfaitement claire. Les Mahorais y ont répondu à plus de 95%. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, et c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi, qui l'a dit en 2016, c'est que les choses n'avaient pas été assez préparées,
avant la départementalisation. C'est-à-dire qu'on aurait dû commencer la mise en place de ce département et peut-être le déclarer département qu'en 2025, comme l'avait voulu Nicolas Sarkozy? On aurait dû faire ce qui était consigné dans l'accord du 27 janvier 2000, les accords de 2000. Ouais. Ces accords avaient prévu la mise en place de choses, la mise en place de réformes. Eh bien, ces réformes n'ont pas été mises en place, ou lorsqu'elles ont commencé à l'être, certaines ne l'ont pas été correctement. C'est ça ce qu'on a raté. Ce n'est pas le fait qu'on s'appelle aujourd'hui département. Vous auriez une collectivité d'outre-mer avec les mêmes données, on aurait les mêmes problèmes. Ce n'est pas une question de statut. Monsieur le sénateur, on va parler de toilettage institutionnel. Alors, je le disais tout à l'heure avec un peu d'humour, est-ce que c'est un demi-échec, une demi-réussite? Vous auriez aimé qu'il se mette en place beaucoup plus vite? C'est raté pour les cantonales, ce sera pour la prochaine fois, mais ce n'est pas encore fait non plus. Oui, alors, Échec ou pas? je vous annonce un scoop, c'est que lorsque les grands élus nous sommes rencontrés récemment à Paris pour écrire un courrier commun de restitution ou en tout cas de contribution au ministre des Outre-mer, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses. Tous les parlementaires, les 4 parlementaires et le président du conseil départemental et le président de l'association des maires, nous nous sommes mis d'accord sur 2 choses. C'est que il faut changer le mode de scrutin, que ce soit un mode de scrutin sur liste, et demander aussi de passer de 26 à 39 conseillers de la future Chambre. Mais tout ceci ne peut pas... C'est-à-dire devenir un vrai drôme? De devenir un vrai drôme. Parce qu'on en a le titre aujourd'hui. Mais oui. Mais En fait, nous sommes déjà un drôme, le premier drôme de la République. On n'en a que le nom. Hein. On n'en a que le nom parce que, par exemple, la partie régionale ne s'est pas concrétisée sur le papier, sur les faits. Moi, je vais éviter de parler de fautes sur ces questions-là. Les Antilles, la Réunion, la Guyane sont départements depuis 80 ans, 75 ans avant nous. Et ces collectivités sont toujours à s'interroger, à se réinterroger sur leur évolution institutionnelle. Donc, qu'on se pose ces questions à Mayotte, c'est tout à fait légitime. Et ce sont des questions qui nécessitent le consensus. Il ne faut pas se précipiter. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a confié un travail d'évolution, d'amélioration, de clarification institutionnelle aux parlementaires, mais je m'en suis emparé immédiatement. Bien sûr. Mais je n'ai jamais considéré que c'était mon affaire personnelle, et c'est pour ça que quand il y a eu des échecs, des demi-échecs, sur le coup, il y a de la déception, mais je ne prends pas ça pour moi. C'est pour les Mahoraises et les Mahorais, c'est pour les générations futures. Nous sommes en train de préparer cette collectivité pour les générations futures. Donc il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Et si... Bon, il y avait un joli coup politique à tenter quand même. Mais heureusement, Oui. heureusement, vous voudriez qu'on travaille et puis qu'il n'y ait pas de coup politique. Mais tout... Mais lorsqu'on travaille en tant qu'élu, Oui, bien sûr. mais on attend... Ça fait partie des règles du jeu. Mais bien sûr. Ouais, Bien sûr, sinon je ferai autre chose. ouais. Ouais. Mais ce n'est pas une affaire personnelle. La première fois, c'était Daniel Zaidani qui avait demandé cette évolution institutionnelle. Vous savez comment elle a été stoppée net, Oui. en plein vol. Cette fois-ci, c'est le président Sobahadine qui demande le toilettage institutionnel. Eh bien, espérons que ça aille au bout. la prochaine fois, ça fonctionnera, parce que de toutes les façons, même s'il y a cet accord que je viens de vous relater, on ne pourra pas changer le mode de scrutin tout de suite, parce qu'il faut attendre 1 an entre le changement d'un mode de scrutin et le jour où on l'applique effectivement. Donc, si on fait la réforme, on ne pourra pas voter en conséquence moins d'1 an plus tard. Toujours dans le cadre de votre bilan, parce qu'on parle de tout ça, mais tout ça c'est dans votre bilan en fait, hein. C'est ce que vous avez fait. Vous avez également intégré ce qu'on appelle le Burex, le bureau de l'exécutif, je crois. Oui. Et l'objectif, c'est la relance économique.
clairement, et notamment en Outre-mer, et notamment Mayotte. Pardon, mais nous, on s'intéresse à Mayotte. Tiens, un petit coucou à nos amis antillais qui nous regardent sur cette émission. Comment on peut améliorer la relance économique à Mayotte aujourd'hui? Alors, le bureau exécutif, pardonnez-moi Patrick d'y revenir, le bureau exécutif de La République En Marche, c'est, comme son nom l'indique, l'appareil politique qui prend les décisions pour le mouvement. D'accord. Il existe depuis la création d'En Marche et cette année, j'ai eu le bonheur d'avoir été choisi par les amis d'En Marche pour faire partie du Burex et notamment pour m'occuper avec d'autres de la réflexion sur les Outre-mer. Parmi les sujets de réflexion, il y a la relance économique. Très, très important sujet. Le sujet est d'autant plus crucial que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sanitaire. Ouais. Donc, au sein de cet appareil, nous avons eu d'ailleurs une réunion hier soir. Ces sujets de réflexion vont avoir lieu pour être concrétisés, pourquoi pas en projet de loi, et pour s'appliquer dans les années à venir. Donc c'est là aussi, il faut venir à Kwezi pour qu'on entende parler de ces bonnes nouvelles, parce Ouais. que c'est une bonne nouvelle pas simplement pour moi, mais pour Mayotte, parce que, encore une fois, un enfant de ce pays, de cette île, fait partie de ces organes Alors, de décision. on a gratté, Tani, on a gratté sur le Burex. Le Burex, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais c'est aussi autre chose, et ça, c'est pas forcément dit. Le Burex, c'est quand même l'organisation qui politiquement prépare une élection. Est-ce que, clairement, vous êtes dans les petits papiers de Macron au sein du Burex pour préparer la campagne du second mandat du président de la République, Emmanuel Macron? Oui ou non? Alors, dans toute famille, on travaille, Ouais. on s'active, on construit. Et moi, dans cette famille de l'AREM, de la République En Marche, les amis ont estimé que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Quel édifice? Mais Celui de la campagne du second mandat? déjà terminer ce quinquennat, terminer ce quinquennat Ouais. dans de bonnes conditions. Ouais. Et puis, pour l'avenir, un parti politique n'a pas vocation à s'arrêter au bout de l'échéance en exercice. Nous avons vocation à continuer le travail. Et oui, je fais partie de cette cellule de réflexion dans laquelle les ministres de En Marche sont des membres, dans lequel Stanislas Guérini est membre. C'est-à-dire le conseiller outre-mer du président de la conseiller, République. Hein. le délégué outre-mer d'En Marche. Ouais. Pas Stanislas Oui, Cazel. Stanislas Guérini. Ah, c'est l'autre Stanislas. Stanislas J'ai Guérini. mélangé les Stanislas. Il y a plein de Stanislas à l'Élysée. Donc, vous ne voulez pas nous dire si c'est oui ou non, vous travaillez pour la campagne d'Emmanuel Macron pour le second mandat? Mais la campagne n'est pas encore ouverte. Oui, mais il y a des gens qui travaillent avant que la campagne soit ouverte. Ah, peut-être. Ouais. Mais Puisqu'on parle de politique, on va parler dans un instant de votre mandat de sénateur, qui doit se préparer lui aussi pour peut-être encore un nouveau mandat. On va le savoir dans un instant si oui ou non vous êtes candidat à votre propre succession. Vous allez me dire que c'est Peut-être encore un pas. peu tôt. Peut-être pas, mais on va le savoir. Ou peut-être pas. Mais si, on va le savoir. Comment vous voyez les élections présidentielles? Qui c'est qui est au second tour? Parce que les paris vont bon train là-dessus. On nous dit qu'Emmanuel Macron chasse à droite pour laisser moins d'espace à Marine Le Pen, plus d'espace à gauche pour avoir un second tour, la gauche face à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le cas? alors, pour répondre à votre question, il faudrait presque avoir une boule de cristal. Ouais. Je ne l'ai pas avec moi. Ouais. Vous voyez comme moi les statistiques qui souvent changent. Oui, mais vous êtes au du cœur jour de l'appareil du politique jour au notamment du lendemain. Burex pour avoir une idée là-dessus. Moi, en tant C'est que, quoi la finale? moi, en tant que soutien d'Emmanuel Macron, Ouais. j'espère qu'il va vouloir être candidat pour un deuxième mandat parce que j'estime que les réformes qu'il avait annoncées dans son programme, il est en train de les mettre en place avec plus ou moins de difficultés et que j'aimerais que ce travail de réformer la France et donc que nos territoires par voie de conséquence puissent continuer. Et bien évidemment,
s'il s'engage, ce n'est pas pour le voir éliminé au premier tour. J'aimerais qu'il aille jusqu'au bout et puis que ce travail de construction, de mise en place de ces réformes continue. Alors les sondages, tantôt, ça serait lui contre Marine Le Pen, tantôt lui contre un candidat ou une candidate de gauche. Qu'est-ce qui serait le mieux si vous étiez conseiller? Imaginons que vous êtes au Burex. Imaginons. Non, qu'est-ce qui serait le mieux? Politique fiction. On est en politique fiction. Qu'est-ce qui serait le mieux? D'avoir un Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ou un Emmanuel Macron face à une union de gauche ou pas d'Emmanuel Macron au second tour? Cette hypothèse, elle est possible? J'aimerais pas que cette hypothèse... Celle-là, vous l'écartez. Voilà. En fait, la question est compliquée. Ce n'est pas que je ne veux pas y répondre, mais ça sera de toutes les façons difficile. Je n'ai jamais vu de deuxième tour d'élection présidentielle où les choses étaient faciles, sauf peut-être Chirac face à Chirac Jean-Marie Le Pen. contre Le Pen, mais à un moment, on a eu quand même des sueurs froides. Mais quels que soient les candidats face à face au deuxième tour, ça va être compliqué. Et de toutes les façons, il faudra faire le job. C'est quoi ce job? C'est convaincre les Français que Emmanuel Macron est le candidat le mieux à même de continuer à réformer ce pays et de continuer à faire en sorte que la France se porte de mieux en mieux. Marine Le Pen, c'est la principale concurrente de Emmanuel Macron, selon vous? Mais quand je vois ce qu'elle C'est un candidat sérieux quand même. quand je vois ce qu'elle déclare à longueur de journée, c'est du réchauffé. Oui. C'est du réchauffé. Donc, l'avantage d'avoir un candidat, une candidate qu'on connaît déjà et qui n'a pas innové, en fait, c'est que, a priori, on sait quoi répondre. Mais elle est citée comme la challenger principale du président de la République dans la plupart des sondages. Donc, je ne vais pas contredire ces sondages-là. Et ce que je dis, c'est que quel que soit le candidat, la candidate en face, on parle de Madame Hidalgo, la mairesse de Paris aussi. Oui. Elle est évoquée de plus en plus. Pour une union de gauche. Pour une union de gauche. Mais j'y crois pas entre les Verts et les socialistes et Mélenchon. Et pourtant, vous êtes un homme de gauche à la base. Comment vous vous positionnez dans tout ça? Parce que vos idées de gauche, elles sont là, elles sont toujours derrière cette chemise blanche, même si cette chemise blanche appartient à En Marche, mais derrière ça, il y a vos idées qui sont toujours là. Mais qui vous dit qu'En Marche ne fait pas de politique de gauche? Ouais. En Marche a l'avantage d'être à la fois de gauche et de droite et de gauche, et même du centre. Tout le monde est là, à En Marche. C'est pour ça que je m'y retrouve. Et moi, je dirais même, quand j'ai commencé ma vie politique, c'était ça. J'étais encarté à gauche. Ça ne m'a pas empêché d'aller discuter avec toutes les composantes politiques de ce territoire, comme je continue à le faire, pour montrer justement que certes, on peut m'étiqueter à gauche parce que mes convictions de base et d'origine sont celles-là et je ne les renie pas, bien au contraire, mais ce n'est pas pour ça que je referme la porte aux idées de droite. Bien au contraire, toutes les idées constructives et qui sont susceptibles de faire avancer les choses, mais je suis preneur. Un autre combat qui se profile à l'horizon, combat politique, c'est les sénatoriales. Alors on a le temps, vous allez me dire, c'est dans 2 ans, on a le temps. Mais les choses se préparent un peu à l'avance. Les municipales viennent de se terminer et on sait, on connaît l'enjeu des municipales pour l'élection sénatoriale. Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous avez déjà mis un espèce de burex local pour ce nouveau mandat? Vous êtes déjà en campagne. Le meilleur burex, le meilleur outil politique pour préparer une campagne, c'est le travail qu'on fait au quotidien. Et vous le savez, pour suivre mes travaux régulièrement, non seulement j'essaie de faire, mais je rends compte de ce que je fais. Mais c'est pas suffisant, que ça soit positif ou pas. C'est pas suffisant, il y a besoin des maires. Mais moi, je ne sais faire que ça. Ouais. Je ne sais faire que ça, travailler et faire ce pourquoi j'ai été élu, être un parlementaire assidu et puis rendre compte de ce que je fais. Et vous savez, les maires, les élus, ils s'en rendent compte de ça. La particularité, c'est que ce ne sont pas des citoyens lambda, comme on dit.
ce sont des gens qui ont déjà été élus, qui ont Oui, déjà fait bien sûr. campagne, Qui ont connu qui le savent, suffrage. parce que, vous savez, quand on est au dehors et qu'on commente la vie politique, tout semble simple. Mais une fois qu'on y est, à commencer par le poste de conseiller municipal, On est rentré dans la cage au lion. c'est plus la même chose. Bien sûr. C'est plus là, on se rend compte des difficultés. On se rend compte que il suffit, c'est pas du, il y a qu'à faucon. Ouais. Mais ce sont des travaux. Il faut s'impliquer, il faut des projets, il faut de la persévérance, il faut ceci, il faut cela. Et c'est pour ça, enfin, ça a été mal pris quand je l'ai dit, mais c'est pour ça que je Ouais. dis aux gens, mais venez voir comment ça se passe. Portez-vous candidat et goûtez un peu à la vie politique. C'est facile de. Moi, j'étais comme ça avant 2011. La critique est facile, c'est ça? Mais oui, j'étais Mais la dehors reine et je difficile. disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Par contre, j'ai décidé de mouiller ma chemise et de descendre dans l'arène, pour reprendre votre expression. Vous êtes candidat par votre propre succession. Est-ce que quand vous vous rasez le matin, pour prendre une expression très connue, quand vous vous rasez le matin, vous vous dites, ouais, je vais y retourner encore une fois, ou pas? Vous vous dites, c'est bon, j'ai eu ma dose, j'en veux pas plus. Si les élections étaient dans un mois, dans une semaine, je vous dirais, j'ai encore la motivation, j'ai encore l'énergie pour continuer. C'est dans 3 ans. Et vraiment, ce n'est pas pour botter en touche. Vous savez que je vous dirai, je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici là. En clair, c'est en lien direct avec les élections présidentielles. Si jamais Emmanuel Macron ne repasse pas, vous croyez que ce sera plus compliqué? S'il repasse, ce sera peut-être plus simple? Ça sera encore plus compliqué s'il repart. Ah oui? Oui, oui, parce que ça sera L'attente sera plus importante? Mais bien sûr, et bien sûr, bien sûr. Donc on va pas, les gens ne vont pas s'attendre à un candidat qui va promettre les mêmes choses. Ouais. Ouais. Donc ça dépend de beaucoup de choses, de cet événement-là, certainement. Mais quel que soit le résultat, aujourd'hui, si vous me posez la question, voilà, c'est un élément qui pourrait être important, mais pas décisif. Ouais. Ouais. Et puis, vous êtes marié, vous avez des enfants. Quand on fait votre métier de politicien, on n'est pas souvent à la maison, on bouge beaucoup. Forcément, est-ce que votre famille vous soutient encore dans j'allais dire cette épreuve, qu'il y en ait une, hein, faire de la politique, c'est une véritable épreuve. Est-ce qu'elle vous soutient encore? Est-ce qu'elle va avoir, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'elle aura une part dans la décision que vous prendrez? Alors, si ma famille, à commencer par ma femme qui est mon plus grand soutien, Bien sûr. sans elle. Elle est cachée quelque part, elle écoute tout ce qu'on dit là. Hein. Ah, je sais pas. Moi, je sais. lui répétez pas ce que je dis. Sans elle, j'aurais pas fait tout ceci. Et si ma famille, elle et les autres ne me soutenaient pas, je vous aurais dit tout de suite, j'arrête tout. Ouais. J'arrête tout. Et ce qui est valable pour ma famille naturelle, j'allais dire, est valable aussi pour ma famille politique, dans le sens, ce groupe que j'accompagne, qui m'accompagne depuis 2011, il est là, ce groupe, il est composé, il est là à 85-90% encore. Et il est là, pourquoi? Parce que je pense qu'il estime que ce que je fais n'est pas inintéressant. Et puis, on continue à avoir des liens de proximité et constructifs. C'est pour conclure, ces derniers temps, Mayotte souffre, évidemment, comme d'autres départements français, l'eau, mais c'est le cas également aux Antilles, pas qu'à Mayotte, je suis d'accord. L'insécurité, c'est pas le cas qu'à Mayotte, je suis d'accord, dans d'autres départements de métropole, mais aussi de Guyane, ou même de Martinique, ou de Guadeloupe plutôt, on a pu voir ça. Mais Mayotte souffre. Mayotte met beaucoup d'espoir encore dans ses parlementaires. On dit souvent que les Mahorais ne croient plus à la politique, mais c'est faux, on le sait. Quand on est sur le terrain, on sait que c'est faux. La preuve en est, beaucoup de candidats pour les cantonales, beaucoup de candidats. Donc, à Mayotte, on croit à la politique. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui pouvoir répondre à l'attente, vous en tant qu'élu, à l'attente des Mahorais? C'est vrai que Mayotte souffre beaucoup, les Mahoraises et les Mahorais souffrent beaucoup. Et avant de répondre à votre question, il faut se rappeler
toujours que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de choses qui ont été faites ou pas faites dans le passé. Tout à l'heure, on parlait de bilan. Ouais. Je vous ai rappelé ce rapport de la Cour des comptes de 2016. Et ce qui se passe aujourd'hui, on le savait. On le savait. Comme plus tard, ce qui va se passer, ça sera aussi la conséquence de ce qui se fait là aujourd'hui. Si j'avais estimé un seul instant que c'était foutu, il n'y a plus d'espoir, j'aurais là aussi arrêté. Vous le savez, Patrick, mon métier, c'est avocat. Ce métier que j'adore, qui me manque, je l'ai presque mis entre parenthèses parce que, modestement, je pense que je peux apporter quelque chose à mon pays, à mon île. Le jour où cette croyance n'existerait plus, eh bien, j'arrêterai. Mais parce que je pense que, à ma place, très modestement, je peux encore contribuer à apporter des solutions à Mayotte, je peux répondre à l'espoir, aux espérances des Mahorais, mais je vais continuer à me battre. Il y a beaucoup avec eux. d'émotions dans ce que vous dites et même dans la manière de le dire, on ressent cette émotion. C'est quoi le plus important? Pour conclure, parce que c'est la fin de l'émission, l'amour du pays, l'amour de notre île, Mayotte, ou l'amour de la politique? Ou ça va ensemble? À l'origine, je n'aimais pas la politique et je crois que je ne l'aime toujours pas. Dans son sens politicien. Oui, bien sûr, bien sûr. La politique, œuvrer pour la cité, c'est ça qui m'a fait tomber dedans. Je suis entré en politique parce que je me suis souvenu d'où je viens. Je me suis souvenu que, en étant gamin, il m'est arrivé des choses et que le système, la France, ce territoire avec son amour pour la France, ma famille, eh bien, m'ont aidé à surmonter cet événement et je suis devenu ce que je suis. Si je suis entré en politique, c'est pour restituer un peu de ce qu'on m'a donné, de ce que la France m'a donné, de ce que ma famille m'a donné. C'est tout. Le jour où je n'aurai plus l'envie, c'est même pas des calculs, je vais gagner, je ne vais pas gagner, ça vient. Le jour où l'énergie, l'envie ne serait plus là, mais j'arrêterai et j'irai refaire mon métier ou un autre métier. Vous viendrez travailler à la télévision, à la poésie. Par exemple. Hein, pourquoi pas. Par Merci exemple. d'avoir été aussi transparent avec nous. Merci à D'avoir vous, Patrick. nous avoir donné aussi cette émotion, parce qu'on l'a ressenti dans vos propos. Et puis on va continuer à suivre votre travail, on ne va pas vous lâcher, hein, monsieur le sénateur. Vous êtes coriace, ça plaisir. Allez, c'est tout pour ce CQFD, ce qu'il fallait dire. Il l'a dit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau CQFD. Ciao.